Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite vidéo. C'est juste pour vous expliquer la matière qu'on aurait vue aujourd'hui. C'est les types de sol. Donc, je vais voir avec vous les types de sol. Il y en a quatre. C'est rien de très compliqué. Pour commencer, je vais vous demander de prendre votre manuel à la page origine, évidemment, à la page 308. Donc, sortez ça à la page 308. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Ayez un crayon à mine ou à l'encre, puis peut-être un souligneur. Question de noter quelques petites affaires. OK? Donc, sortez ça, s'il vous plaît, et ayez ça en main. Donc, à la page 308, tout le monde, on vous parle des types de sol. On vous explique d'abord c'est quoi un sol. Puis, moi, ce que je veux d'abord voir avec vous, là, oups, c'est pas ça. Ce que je veux voir avec vous, c'est, ben, en réalité, c'est simple, mais c'est quoi un sol, en réalité? Donc, le sol, c'est-à-dire la partie extérieure de la lithosphère, la croûte terrestre, si vous voulez, euh, c'est fait de différentes parties. Juste au plus bas du sol, là, il y a ce qu'on appelle la roche-mère. Donc, cette partie-là, là, c'est vraiment la partie la plus dure. Bon, évidemment, il va y avoir, ça peut être fait de différentes roches, dépendamment de l'endroit où est-ce que ça se trouve. Mais vous savez, des fois, il y a des maisons qui sont construites, puis on va pour solidifier les fondations. Mettons, si j'ai une maison qui est juste en haut ici, là, pour solidifier les fondations, on va placer des pieux. C'est-à-dire qu'on va mettre des grosses tiges de métal qu'on va planter profond dans le sol jusqu'à la roche-mère, ce qu'on appelle le bedrock en anglais. Donc, parfois, on va accoter les structures. Si on a je sais pas moi, à bâtir un gratte-ciel très, très haut, puis avec des fondations très, très, très lourdes, on va s'arranger pour mettre des pieux, ce qu'on appelle en langage commun le pieuté, pour aller jusqu'à la roche-mère. Donc, ce que je suis en train de faire dans le quadrillé, là, ça, c'est réellement ce qu'on appelle la roche-mère. C'est la partie la plus dure du sol. Puis, c'est comme l'équivalent que parfois, ben, on creuse, on creuse, on creuse avec la machinerie lourde et on va arriver jusqu'à un endroit où est-ce que la roche va être la plus dure possible. Alors, c'est ce qu'on appelle la roche-mère. Alors, la roche-mère, c'est la partie la plus dure, puis c'est la partie qui est la plus profonde. Donc, normalement, ça serait supposé, ouais, voilà, la roche-mère. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'altération de la roche-mère. Altérer, là, le terme altérer, ça veut dire modifier, ça veut dire genre faire éroder, si vous voulez, le gratter, défaire. Donc, altérer, la roche-mère qui est altérée, donc vous voyez un petit peu le petit schéma, c'est que ben, le sol, ça prend souvent des milliers, voire des millions d'années à se former. Puis, quand ça se forme, imaginez-vous qu'à certains endroits, il pouvait avoir juste la roche-mère qui était présente. Puis, tranquillement, la roche-mère, ben, elle s'est faite éroder par le vent, par le passage je ne sais pas moi, de différents animaux. Il peut avoir, je ne sais pas, le tonnerre, les éclairs qui a fait tomber des résidus, tout ça, puis qui a cassé la roche sur le dessus. Donc, ça a fait des petits fragments de roche. Et ces fragments de roche-là, ça fait du gravier, si vous voulez, et que ça se trouve être des morceaux de roche-mère qui ont été défaits avec les années. Donc ça s'ajoute par-dessus la roche-mère, et c'est ce qu'on appelle l'altération de la roche-mère. Donc ça forme le sol aussi. Donc c'est une des deux parties qui forment le sol. Parce que la roche-mère en tant que telle, ça ne fait pas nécessairement partie du sol que nous, on utilise pour cultiver ou à travers lequel on va travailler. Donc le sol, vraiment, ça commence avec l'altération de la roche-mère, puis juste par-dessus ça, ce que vous avez la matière organique. La matière organique, là, si vous regardez dans ma petite photo, là, la matière organique, organique, ça veut dire vivant. Donc, c'est tous les résidus des végétaux qui sont tombés là, qui sont pourris avec les années, peut-être même des carcasses d'animaux morts qui ont été défaits. Donc, à ce niveau-là, ici, ce que je fais en bleu, là, tout ça là, en bleu, c'est vraiment de la matière organique qui est en train de se faire dégrader par des organismes détritivores, c'est-à-dire des vers de terre, même certains champignons qui vont défaire la matière vivante, anciennement vivante, des feuilles mortes, comme j'ai dit, des vieilles carcasses d'animaux, des troncs d'arbres qui sont pourris à cet endroit-là, et ça fait des minéraux. Donc, la matière organique, ce qu'on appelle souvent l'humus, cette matière organique-là, c'est vraiment riche en minéraux parce que c'est vraiment de la matière vivante qui a été défaite puis qui est là pour nourrir le reste. C'est pour ça qu'on va planter des arbres dans cette matière organique-là, dans cette couche de sol-là, et c'est très riche en minéraux. Donc, je vous dirais que les deux parties qui constituent le sol principalement, c'est la matière organique
et c'est l'altération de la roche-mère. Puis par-dessus, évidemment, ben, vous avez de la végétation. De la végétation, vous savez c'est quoi? C'est tout ce qui est arbres, arbustes, etc., qui va pousser par-dessus la matière organique et par-dessus la couche qu'on appelle l'humus. C'est bon? Donc, en gros, c'est ça, c'est ce dont est fait un sol, puis c'est comment est fait un sol. Donc, si vous regardez à votre page 308, pardon, juste avant ça, à la page 308, pardon, donc, on vous parle de la lithosphère, qui est la croûte terrestre, si vous voulez. On y trouve des roches, donc je lis le deuxième paragraphe, là, vous lirez le premier. Des minéraux, de la matière organique, donc la matière organique, comme je mentionnais tantôt. Puis vous avez une image qui est là. Donc, le sol, bon, peut-être noter que le sol, c'est la couche supérieure de la croûte terrestre constituée de roches, de minéraux, puis de matière organique. OK, ça, c'est un sol. Bon, au moins prendre ça en note. Puis, vous avez une image qui est peut-être encore mieux illustrée que la mienne, là. Donc, la formation du sol. Vous avez, bon, la végétation qui est par-dessus. Puis, on vous dit ici, la formation du sol est un processus qui peut s'étendre sur des milliers d'années, voire même des millions, comme j'ai dit. Puis, c'est fait de l'altération de la roche-mère. Donc, l'altération de la roche-mère, c'est ce que vous avez ici. Donc, toute la partie qui est ici, l'altération de la roche-mère. Et c'est fait de la matière organique. Puis, la matière organique, l'humus dont je parlais, ben, c'est tout ce qui est vivant qui est par-dessus. Okay? Donc, la matière organique, présence de matière organique, matière vivante. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, c'est très, très riche en minéraux. Okay? Donc, c'est les deux choses qui constituent les sols. Donc, végétation, agriculture, vous n'êtes même pas obligé de le noter. C'est simplement que ils mettaient par-dessus la matière organique, mais c'est vraiment la matière vivante qui nourrit le sol. Donc, c'est les deux principales parties qui constituent le sol. Puis évidemment, en bas, comme je l'ai mentionné, vous auriez la roche-mère. Bon, donc ça, c'est ce qui constitue un sol en général. Maintenant, moi, ce que je veux voir avec vous, j'aimerais ça juste voir, donc vous pourrez lire ça. Je vous invite vraiment à lire ça. L'altération de la roche-mère, c'est exactement ce que je vous ai parlé, les petits pierres, les petits cailloux, le gravier qui est fait quand la roche-mère s'est désagrégée. Puis vous pourrez lire aussi la présence de matière organique. Vous voyez, on parle de probablement, bon, c'est ça, des débris végétaux, des animaux, des décomposeurs, des micro-organismes. Puis ça fait beaucoup de nutriments. Je pense qu'il n'y a pas l'air d'être mentionné, mais c'est très riche en nutriments. Donc, il se trouve généralement sur la partie supérieure du sol, la matière organique dont je parlais, donc l'humus. Donc, à lire ces deux petites parties. Maintenant, je vais voir 4 types de sols avec vous, puis une dernière petite chose à la fin, comment les humains vont altérer les sols. Mais en gros, j'aimerais voir le sol sableux, limoneux, argileux et humifère. C'est 4 types de sols qu'on retrouve, on les retrouve au Québec. C'est les sols les plus fréquemment retrouvés sur le territoire québécois. Puis, sont relativement faciles à reconnaître et à différencier. Donc, le plus simple, le plus facile, c'est celui qui, en fait, qui est le moins fertile, c'est le sol sableux. Bon, vous savez ce qu'est du sable? C'est des mini-fragments de roche. Et le sol sableux, comme on le mentionne ici, le désavantage, c'est qu'il est peu fertile. Okay? Donc, je suis en train de le souligner en bleu, là. Il est peu fertile, évidemment. Pourquoi il est peu fertile? Parce qu'il ne retient pas l'eau. Donc, quand il va pleuvoir sur du sable, imaginez-vous, bon, il y a certaines espèces végétales comme les cactus qui sont capables de pousser sur des sols sableux, ils sont adaptés. Ça vient d'une lente évolution puis une adaptation de ces végétaux-là. Mais quand il va se mettre à pleuvoir sur un sol sableux, ben, l'eau, elle n'est pas retenue dans le sol. Puis quand l'eau n'est pas retenue dans le sol, ben, les racines ne peuvent pas s'en nourrir, puis il n'y a pas d'absorption de minéraux qui peut se faire réellement. Donc, le fait que ça ne retient pas l'eau, ça s'érode vite, c'est-à-dire que ça se défait rapidement, ça ne tient pas vraiment en place. Bon, vous savez que le sable, c'est assez volatile, là, dès qu'il vente un peu, c'est pas très, très solide. Donc, ça s'érode, ça se défait facilement. Le désavantage, évidemment, c'est que c'est peu fertile. Puis les cultures possibles, bon, oui, évidemment, les cactus, mais il y a certains légumes qui nécessitent peu d'eau. Ils sont nommés ici les vignes, les fraisiers, entre autres, et des légumes comme les carottes, les oignons, les pommes de terre, tout ça. Ça nécessite peu d'eau. Ça peut pousser dans des sols sableux, étonnamment. Certains avantages, mais les avantages d'un sol sableux, ça se travaille bien, c'est-à-dire que tu peux tu peux creuser dedans, tu peux faire des canaux, tu peux faire des sillons, donc il n'y a pas de problème à le travailler puis à le modifier. Ça se draine aisément. Drainer, ça veut dire que ça libère l'eau, évidemment, parce que c'est du sable, puis ça se réchauffe vite. Donc, ça peut être considéré pour un avantage pour pouvoir cultiver parce que les végétaux, ils aiment les endroits qui sont chauds et humides. Donc, dès que la terre est plus chaude, ben,
proliférer les micro-organismes, puis ça aide à l'absorption de minéraux par les racines. Donc, la chaleur, c'est quand même important. Donc, évidemment, le principal constituant, c'est le sable. Puis là, vous avez la petite description. C'est un sol qui est granuleux, qui est poreux. Bon, c'est de l'aspect par manque de cohésion. Blabla. Vous savez, qu'est-ce qu'est un sol sableux? Vous avez déjà vu ça, probablement. Le deuxième, c'est le sol limoneux. Le sol limoneux, du limon, ça ressemble à ceci. Du limon, c'est des sols qui contiennent à peu près, on dit environ 10% d'argile, si ma mémoire est bonne. De l'argile, ça ressemble à de la glaise. Donc, c'est un sol qui ne se tient pas très bien. On est capable de le mettre en pain, c'est-à-dire on pourrait le coller des morceaux ensemble, mais c'est un sol qui est quand même assez fertile. Donc, il est fait de limon. Le limon, c'est comme les parties. Donc, par exemple, le limon, c'est ces parties-là de morceaux de roche qui sont agglutinés ensemble. Et le limon, le sol limoneux, on vous le présente ici. Son principal constituant, c'est le limon. Le limon, comme c'est vraiment des petits morceaux de sol qu'ils ont pas. C'est un peu comme des morceaux de roche sédimentaires, si vous voulez, mais qui ne sont pas encore bien agglutinés ensemble, qui ne sont pas encore bien collés ensemble, entre guillemets. C'est des sols qui sont riches, qui contiennent plusieurs éléments, qui laissent passer l'air et l'eau. Comme on dit ici, ben, ça se travaille bien. C'est très fertile quand même, étonnamment très fertile. Okay. Ça favorise la culture des plantes, surtout. Puis, donc, ça se réchauffe facilement, mais ça demeure, comme je l'ai dit, quand même assez fragile. Donc, dès que ça sèche, surtout quand ça va sécher, c'est un sol qui est fragile. Puis, malgré qu'il se travaille bien, ben, s'il est trop sec, l'absorption de l'eau ne se fait pas nécessairement très bien. Il va laisser passer de l'eau. Donc, même si on dit que ça favorise la culture des plantes, ben, c'est peut-être pas toujours adapté à toutes les plantes. Certaines céréales vont bien pousser dedans, mais en général, le sol limoneux, il contient un petit peu d'argile. Vous voyez, si l'aspect serré dans le point, les particules se tiennent entre elles, mais ils vont quand même sécher assez facilement. Puis c'est un sol, comme je dis, ben, qui peut quand même faire pousser certaines choses. Donc, le sol limoneux, il ressemble à ceci. Les autres types de sols, vous avez ce qu'on appelle le sol, il y en a deux autres, là, le sol argileux. De l'argile, ça ressemble à de la glaise ici, ce que vous voyez là. Les sols argileux sont très, très compacts. Ils ne se travaillent pas très bien, mais c'est des sols qui sont très, très bons pour faire pousser divers légumes, plusieurs plantes. Donc, c'est un sol qui retient bien l'eau. Il est capable de bien s'humidifier, puis qui retient l'eau, qui est très bon pour le développement racinaire, donc les racines des plantes. Donc, ça contient de l'argile, évidemment. L'argile, comme vous voyez la petite photo à droite. Le problème du sol argileux, c'est qu'il va craquer. Quand il va se sécher, il va se défaire. Il fait des espèces de craques comme ça. Il évapore son eau, si vous voulez. Donc, l'eau va sortir et il va se mettre à craquer. Et c'est un sol qui va plutôt être fragile dès qu'il va se mettre à sécher. Donc, si on regarde au niveau du sol argileux, son principal constituant, c'est l'argile. C'est exactement ce que je vous montrais ici. Donc, l'argile, c'est ce que vous voyez juste ici. Donc, ça, c'est de l'argile, évidemment, principal constituant. Description, on vous dit qu'il se trouve dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, la vallée du Saint-Laurent, là, je ne l'ai pas, bon, j'ai pas de carte avec moi, mais vous avez la Gaspésie, tout ça, vous avez le fleuve Saint-Laurent et la vallée du Saint-Laurent, vous avez la région de Montréal qui est ici. Puis la vallée du Saint-Laurent, c'est sur le bord du Saint-Laurent, évidemment. Puis ça, c'est un endroit qui, anciennement, contenait une mer. C'était une mer, contenait beaucoup d'eau, contenait l'estuaire du Saint-Laurent. Et tranquillement, la mer s'est retirée avec les milliers d'années. Et c'est des endroits qui ont encore de l'argile, un peu comme sur le bord des rivières. Donc, il y a beaucoup de villes qui sont construites sur des sols argileux. La ville de Montréal, là, tout ce que vous avez en partant, par exemple, du fleuve, puis en montant vers le plateau Mont-Royal, Rosemont, Petite-Patrie, tout ça, c'est tous des sols qui sont argileux. Des fois, vous voyez des buildings qui sont un petit peu croches au niveau des fondations, des appartements avec les planchers qui sont comme vraiment à angle et tout. C'est vraiment les structures beaucoup de structures à certains endroits à Montréal, puisque c'est construit sur des sols argileux, les structures sont vraiment très instables. Puis, c'est un sol qui est présent vraiment au niveau des villes, parce qu'évidemment, quand ils ont développé les colonies, il y a plusieurs, 400-500 ans, ben, ils développaient les villes sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Puis, c'était beaucoup des sols qui étaient justement, qui contenaient de l'argile. Donc, ici, on vous dit, dans les zones habitées du Québec, évidemment, et dans la vallée du Saint-Laurent.
Son aspect, il est collant lorsqu'il est humide, puis il fendille, comme je vous ai mentionné, une fois qu'il est sec. Il retient super bien l'eau. C'est très fertile. Par contre, ça se travaille très mal. Hein. Si vous voulez travailler puis planter ça, ça prend vraiment une machinerie adaptée. Ça réagit au changement de température, le risque de gel est élevé parce que l'eau reste en surface, donc l'eau va geler. Donc vraiment, parfois, ben, c'est à faire attention pour les cultures. Puis il se réchauffe lentement. C'est pas vraiment quelque chose qui est super bon pour se réchauffer. Donc, c'est le sol argileux. Plusieurs cultures, donc des légumes, des fruits, plusieurs céréales. C'est quand même un sol qui est super bon euh, pour pouvoir cultiver. Si vous avez un jardin à faire, des fois, ça peut être bon, un sol argileux. Le sol humifère, c'est le fameux sol qu'il y a par-dessus, sur la dernière couche. On retrouve beaucoup ce type de sol-là dans les forêts. Le sol humifère, là, vous voyez, ça ressemble, c'est l'espèce de terre noire qu'on appelle. C'est vraiment de la matière organique. C'est de l'humus décomposé, des anciens troncs d'arbres tout désagrégés, défaits, qui se retrouvent là. Puis, c'est vraiment, vraiment une matière qui va contenir énormément de minéraux. Le seul petit problème, c'est que c'est une terre qui est souvent un petit peu acide. OK? Puis le fait qu'elle soit acide, c'est que ben, il y a beaucoup de pluies acides, justement, qui vont s'écouler par-dessus. Et vu que c'est un sol qui retient quand même bien l'eau, oui, il est riche en nutriments. En nutriments, là, je parle de potassium, azote, phosphore, tout ce que les plantes adorent. Mais il est quand même un petit peu acide parce que l'acidité a de la misère à se drainer. Les substances acides provenant du ciel ont de la misère à se drainer. Donc, il demeure un petit peu acide, mais il est quand même bon pour la culture. Comme on mentionne ici, son constituant, c'est de la matière organique. En fait, c'est de l'humus, d'où le nom humifère, donc humus. Description très riche en nutriments. Le type de sol est présent dans les forêts. Il se régénère chaque année à la chute des feuilles. Oui, effectivement. Vous avez une grande quantité. Ici, là, vous avez des feuilles mortes qui viennent nourrir. Donc, quand les feuilles tombent sur le sol, ça vient nourrir la partie supérieure. Puis, ça contribue à régénérer le sol, si vous voulez. Il est très riche en nutriments, comme je disais. Aspect, le sol est léger, il retient facilement l'eau. Donc, ça, c'est un avantage. Il est très fertile, il se réchauffe facilement. Désavantage, nuit au développement de certaines plantes en raison de son acidité. Donc, ce ne sont pas toutes les plantes qui peuvent pousser dans un sol humifère, mais plusieurs légumes, puis des plantes ornementales, puis des arbres qui nécessitent moins de soins, si vous voulez, et qui sont plus robustes. Donc, ça, c'est le sol humifère. Donc, on a 4 sols donc, qui sont mentionnés aux pages 309 et 310. C'est nos 4 types de sols. Je vous invite à relire ça et à regarder ça. Puis pour terminer, on parle de l'être humain qui peut altérer les sols. L'être humain, là, ce qu'on fait vraiment de dommageable quand on fait des coupes à blanc, c'est que quand on coupe des arbres, les arbres, là, quand ils poussent dans le sol, c'est pas super bon, là, mettons que c'est un arbre, il y a des racines qui rentrent dans le sol. Puis ces racines-là des arbres qui sont dans le sol normalement, ça tient le sol. C'est-à-dire, ça solidifie le sol. Ça fait que si tu enlèves les arbres, ben, les racines vont éventuellement mourir et là, le sol, il se défait. Puis ça provoque l'érosion. Donc, quand tu coupes les arbres, ben, tu enlèves les racines s'en vont et là, le sol, il se désagrège facilement puis il devient beaucoup plus fragile. Donc, ici, c'est ce qu'on mentionne. En bordure des cours d'eau, les coupes d'arbres et d'arbustes fragilisent les rives et accélèrent l'érosion. L'érosion, c'est quand les sols se défont. Donc, l'érosion, c'est favorisé par la coupe à blanc. Donc, la coupe d'arbre, c'est néfaste pour plusieurs raisons. Entre autres, ça empêche la photosynthèse et tout, mais aussi au niveau des sols, c'est que ça rend les sols beaucoup plus fragiles. Une autre chose qui est bien importante, c'est que les végétaux, eux autres, là, ils utilisent des minéraux dans le sol, OK? Des minéraux dans le sol. Les minéraux, qu'est-ce que c'est? Là? Ben, pensez à la poche là, d'engrais que vous allez acheter là, à la quincaillerie, là, ou, je ne sais pas, chez le marchand là, qui a une pépinière. Ben, cette poche d'engrais-là, elle contient du phosphate, de l'azote, du phosphore, toutes sortes de substances que les végétaux, ils aiment. Mais les minéraux, eux autres, ils sont dans le sol, OK? Donc, les minéraux, ils sont partout dans le sol. Ce sont des organismes décomposeurs qui les font. Vous avez vu ça l'année passée, je pense, en secondaire un petit peu. Mais il y a plein, plein, plein de minéraux dans le sol. Puis ça enrichit le sol. Puis c'est ce que les plantes utilisent pour pouvoir croître. Le problème, c'est que quand tu plantes énormément de végétaux, à chaque année au même endroit, c'est que les minéraux, ils s'en vont ils sont absorbés. Les minéraux sont absorbés par les végétaux.
Et le problème, c'est qu'à force à chaque année de toujours cultiver au même endroit, le sol, il s'appauvrit en minéraux. Il devient de plus en plus pauvre en minéraux. Donc, ça appauvrit les sols. La culture intensive, là, au même endroit, il n'y a rien de pire. Ce qui est suggéré, c'est de varier les cultures. Une année, faire pousser du blé, l'autre année, faire pousser du soya, l'autre année, faire pousser autre chose. Donc, alterner les cultures parce que ce ne sont pas tous les végétaux qui utilisent les mêmes minéraux. Mais si tu fais une culture intensive, tu vas éventuellement toujours, si tu cultives toujours la même chose, tu vas appauvrir le sol. Donc, l'exploitation des terres arables, arables, ça veut dire qu'ils peuvent être cultivées. On vous le dit ici, la terre est souvent surexploitée et finit par s'appauvrir en minéraux et en matière organique. Avec le temps, elle peut devenir inapte à l'agriculture. C'est assez pour qu'il ne reste plus de minéraux dans le sol. Puis éventuellement, on dit on peut créer des sols. Bon, évidemment, ici à Dubaï, peut-être que vous avez entendu parler de ce complexe immobilier-là qui est complètement artificiel. Euh, on va porter des tonnes et des tonnes et des tonnes de sable pour remplir une partie cette étendue d'eau-là pour pouvoir bâtir des complexes immobiliers. Et donc ça, c'est quand même un impact que l'être humain a sur l'environnement qui est pour la plupart du temps assez néfaste. Donc, ça complète un peu ce que moi j'avais à vous dire là-dessus pour la page 311. Il y a un devoir qui est associé à ça, puis je vous invite à en prendre connaissance, puis à le faire. C'est bon? Merci de votre attention.